Salut à tous et à toutes, c'est Yorisama et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite faveur en abordant un archétype populaire, Nécrose. Alors c'est un archétype rituel, donc bien entendu je vous renvoie vers mon tuto sur le sujet, ne serait-ce que pour rappeler les bases des monstres rituels, mais aussi car j'y avais abordé en profondeur le cas de Shurit, son premier effet notamment, et bien toutes les cartes qui lui ressemblent de près ou de loin. Je reviendrai sur le point important qui concerne cet archétype, mais je vous encourage à la voir parce que j'avais découvert des choses plutôt intéressantes. On a en plus eu un nouveau monstre Nécrose il y a pas si longtemps que ça dans Fantômes du passé, donc j'en profite pour aborder cet archétype, parce que ça faisait assez longtemps que j'avais envie d'en parler. Commençons directement avec tout d'abord Hexa et le Grand Sorcier, ensemble car ils ont la même structure de texte. S'ils demandent à être sacrifiés par un effet, ce n'est pas anodin, car les magies rituelles sacrifient lors de leur résolution. Ça fait donc partie de leur effet, ce n'est pas un coup d'activation de la carte. Mais du coup, on ne peut pas les activer s'ils sont sacrifiés comme coup d'activation justement. C'est juste par effet, et uniquement comme ça. Je vais préciser deux choses sur le deuxième effet d'Hexa maintenant. Tout d'abord, il ne peut pas se cibler lui-même pour s'invoquer, mais par contre, il peut invoquer un autre Hexa banni, ça c'est faisable, comparé à la princesse dansante, qui elle exclut n'importe quel monstre qui s'appelle princesse dansante des Nécroses, et pas uniquement elle-même, sa propre copie. Par contre, aucun des deux ne peut cibler un monstre rituel Nécrose, puisque ceux-ci sont uniquement invocables rituellement. On aura l'occasion d'en reparler. Et justement, tant qu'on est sur la princesse, son premier effet empêche votre adversaire de répondre à l'activation de vos cartes magie rituelle Nécrose. Et attention à ce texte, c'est uniquement appliqué pour l'activation d'une carte. Ça veut donc dire que votre adversaire ne peut pas chaîner à leur activation initiale, leur effet principal, mais en revanche, l'activation de l'effet dans le cimetière, elle, reste totalement vulnérable. Ne pas confondre une activation de carte magie avec ce qui est simplement une activation d'effet de magie. Passons à Ariel maintenant. Si elle modifie son niveau via son premier effet et que par la suite on annule ses effets, alors cette modification va disparaître et elle redeviendra alors niveau 4. Je peux également rajouter que si une des cartes révélées lors de l'activation n'est plus en main au moment de la résolution, eh bien ça ne posera aucun problème, on ne compte pas cette différence, elle augmente son niveau du nombre qu'on a révélé initialement. Et on finit déjà les petits monstres avec Shurit. Il est intéressant de noter que seul son effet déclencheur est restreint à une fois par tour, son premier effet n'ayant rien de la sorte. Il ne peut être appliqué que si on invoque rituellement exactement un monstre rituel Nécrose, et ce exactement est très important. On y reviendra, mais il est à noter qu'il parle d'être utilisé et pas uniquement sacrifié. C'est parce qu'il peut aussi être utilisé en étant banni depuis le cimetière par le miroir Nécrose, auquel cas il est effectivement utilisé pour invoquer rituellement, mais pas sacrifié. Et pour résumer assez basiquement cet effet, en fait il nous dit qu'on peut utiliser uniquement Shurit et ignorer totalement les niveaux requis sans que ça pose problème pour l'invocation en question. Il ne devient pas du niveau dont on a besoin, il nous fait juste ignorer totalement la demande de niveau. C'est pour ça qu'on peut l'utiliser tout seul pour un monstre comme Trishula, parce qu'il ne devient pas de niveau 9. Voyons désormais leur magie rituelle, et je vais avoir beaucoup de choses à dire dessus. Tout d'abord, miroir et cycle Nécrose. Les cartes se ressemblent pas mal, déjà par le fait que leur effet au cimetière est le même, et ce sera d'ailleurs le cas aussi pour Kaléidoscope. Il est assez simple à comprendre, je précise juste qu'on peut bel et bien ajouter une autre copie d'eux-mêmes depuis le deck avec leur propre effet. Il n'y a aucune contre-indication à ce niveau-là. Pour l'effet de rituel, eh bien, comme je l'ai dit, ce sont presque les mêmes, mais avec quand même des différences importantes, mais assez subtiles. Les deux peuvent sacrifier n'importe quoi depuis la main, le terrain ou les deux à la fois, mais le cycle invoque rituellement depuis la main ou le cimetière, tandis que le miroir n'invoque que depuis la main, et en contrepartie permet également de bannir des monstres Nécrose depuis le cimetière, en plus de tout le reste. Là aussi, on peut mélanger main, terrain et cimetière, comme bon nous semble. Seuls les monstres du cimetière ont d'ailleurs besoin d'être spécifiquement des Nécroses. Et puisqu'on bannit au lieu de sacrifier, eh bien vous l'avez compris, ils ne seront pas considérés comme ayant été sacrifiés. Alors avec cette carte, on peut, ceci dit, appliquer aussi l'effet d'un démon djinn par exemple. Et ce n'est pas un monstre Nécrose depuis le cimetière certes, mais via son propre effet, on peut le bannir. Donc ça ne rentre pas en conflit, c'est ça que je veux dire.
Et je peux d'ailleurs ajouter une dernière chose à laquelle les petits malins auront pensé, j'en suis sûr, avec le cycle, on ne peut pas sacrifier le monstre qu'on veut invoquer pour justement le réinvoquer directement depuis le cimetière. On peut pas sacrifier ce même monstre, c'est pas possible. Vous devez choisir un monstre quelque part à invoquer et sacrifier autre chose à côté. Y a pas de petite arnaque là-dessus, ça ne fonctionne pas. J'en ai fini sur ces deux-là, maintenant passons à leur troisième et dernière magie rituelle, Kaleidoscope. Elle est marrante parce qu'elle inverse la logique d'une magie rituelle classique. Avec leurs deux autres, par exemple, on sacrifie un ou plusieurs monstres et on invoque un seul rituel dont le niveau est égal à la somme de tout ce qu'on a sacrifié. Mais avec Kaleidoscope, on sacrifie ou envoie depuis l'extra deck un seul monstre, puis on invoque un ou plusieurs rituels dont la somme des niveaux est égale au niveau du monstre qu'on a utilisé à la base. Donc c'est inversé. Par exemple, on peut pas envoyer un niveau 6 depuis l'extra deck pour invoquer 2 Brionac, puisque leur niveau total c'est 12, pas 6. Si on fait ça, on peut invoquer un seul Brionac, ou alors 2 Clayome. On est également toujours soumis aux restrictions de monstres comme Trishula, qui ne peut pas être invoqué en utilisant un monstre de niveau 9. Donc on peut pas envoyer le Trishula synchro depuis l'extra deck pour invoquer le Trishula rituel, c'est pas possible. Ah, et tant qu'on parle de ça, l'utilisation de la conjonction et aussi après ça est là pour contourner tout ce qui est effet de bannissement. Même si le monstre envoyé depuis l'extra deck est banni à la place, on invoquera quand même sans problème. Si vous vous rappelez, moi ça me fait pas mal penser à ce que fait Changement de Masque, il y a un peu la même pirouette à ce niveau-là. Alors maintenant, certes, on doit utiliser exactement un seul monstre, mais du coup, qu'en est-il d'un djinn ou de Shurit? Eh bien, si on bannit un djinn, dans ce cas, on peut utiliser absolument rien d'autre, donc effectivement, c'est très limité. Et si on utilise Shurit, alors on doit choisir. Soit on l'utilise avec son effet, auquel cas on n'invoquera qu'un seul monstre, soit on l'utilise comme un simple monstre de niveau 3. Bon, ce qui avec Kaleidoscope, effectivement, ne vous amènera pas plus d'un monstre. Mais bon, je précise surtout ça pour dire qu'on peut pas utiliser Shurit pour invoquer 3 monstres rituels via Kaleidoscope. C'est surtout ça. Très bien, on va pouvoir passer à la dernière partie, les monstres rituels en eux-mêmes. Alors on va d'abord analyser les caractéristiques qu'ils partagent et voir ce qui diffère ou non d'un monstre à l'autre. Surtout que ça évolue en fait au fur et à mesure des niveaux. Ils ont tous 2 effets qui sont sur le même schéma. Un qui va s'activer en main et les faire se défausser en coup d'activation, et un autre qui va être actif sur le terrain, très souvent ce sera un effet activé. Ces effets ne sont pas du tout du même type d'un monstre à l'autre, mais cette structure, ils la suivent tous. Ensuite, ils ont tous une condition d'invocation qui dit qu'ils sont uniquement invocables rituellement, donc on pourra jamais les reborn, sauf par invocation rituelle. D'ailleurs, Cycle peut invoquer un monstre depuis le cimetière qui n'avait pas été invoqué rituellement avant, puisque justement, avec Cycle, on l'invoque rituellement, donc on l'invoque via sa propre condition. Ça, c'est tout ce qu'ont Clayome et Unicorn. Mais si on prend les deux suivants, Kalidor et Brionac, on rajoute à ça le fait qu'on ne peut pas les invoquer rituellement en utilisant une autre copie d'eux-mêmes. Ensuite, on progresse encore avec Gungnir, Valkyrius, Trishula, Armure Invincible et Aredbear. On n'a pas la restriction sur leurs autres copies, mais carrément sur tout monstre de leur niveau respectif. Et enfin, on a Necros de Sophia, qui est totalement unique, et vu qu'on parle d'invocation, vous savez quoi, je vais la décortiquer elle tout de suite. On ne peut l'invoquer que rituellement depuis la main, en utilisant exactement 3 monstres de type différents, et ceux-là doivent être sur notre terrain. Voici donc ce qu'on ne peut pas faire. Utiliser un monstre adverse via Bourse des âmes, utiliser l'effet de Shurit, bannir des monstres depuis le cimetière, sacrifier des monstres qu'on a en main, l'invoquer depuis le cimetière avec Cycle, utiliser des monstres normaux depuis le deck via Art du Rituel avancé, ou encore passer par Kaleidoscope. C'est effectivement très restrictif, oui, et son effet à l'invocation l'est tout autant, car vous ne pouvez pas l'activer durant un tour où vous avez invoqué posé normalement ou invoqué spécialement. Cette condition compte avant comme après l'activation. Par contre, si vous avez activé l'effet et que son activation est ensuite annulée, et bien du coup pour la suite du tour, vous ne serez pas sous cette restriction, puisqu'on considère que vous n'avez pas activé cet effet ce tour. En revanche, tenez, un ruling pas restrictif pour une fois, vous pouvez activer cet effet même si un des joueurs n'a aucune carte dans un des endroits, terrain ou cimetière. Ah, et peut-être un tout dernier truc vite fait, la carte n'a pas été rééditée depuis un certain temps, mais son effet en main est bel et bien un effet rapide. Ok, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir voir quelques rituels assez intéressants. Alors tout d'abord, on va commencer par un petit vrac de quelques rulings rapides sur les monstres que je n'aborderai pas plus en détail que ça, donc on va en enchaîner quelques-uns.
L'effet rapide de Clio ne peut pas cibler un monstre avec 0 d'attaque et dont les effets sont déjà annulés, mais il peut en cibler un qui coche déjà une de ces deux cases, si c'est seulement une des deux, et qui reste l'autre. C'est comme ça, hein, cherchez pas plus loin, c'est même pas une histoire de conjonction ou quoi que ce soit, c'est juste que Konami a dit que ça fonctionnait comme ça avec ce genre d'effet. Ensuite on a Unicorn, mais tout ce que j'ai vraiment à dire sur lui, en fait je l'ai déjà dit dans le tuto sur les annulations et la vidéo staple numéro 7, notamment quand je parle de Baguska, puisque ces deux-là ont une interaction qui est vraiment très intéressante, mais je l'ai déjà expliqué, donc je vais pas le refaire ici. Brionac peut cibler, lui, deux monstres avec son effet, et même si l'un des deux quitte le terrain, on remélangera quand même celui qui reste. Et si l'un des deux est passé face verso, il reste la cible de l'effet, donc à ce moment-là, les deux seront remélangés quand même. Même délire avec l'armure invincible, si la carte ciblée n'est plus face verso à la résolution, aucun problème. Elle sera détruite et bannie malgré tout. Et enfin Valkyrius, qui dit de terminer la battle phase, ce qu'il faut comprendre comme passer en end step, et donc pas directement en main phase 2. Allez, commençons les monstres un par un en détail avec le dernier effet de Kalidor. Au début de la damage step, si le monstre attaqué était face verso, à ce stade il est toujours face verso. Et ça c'est très important, car si c'est votre monstre Necros qui est attaqué, vu qu'il est toujours face verso, et que par conséquent on ne peut pas l'identifier, il n'a pas de nom public, du coup l'effet ne s'activera pas. Et puis si c'est le monstre adverse qui est posé, bien sûr on n'applique pas l'effet, puisque c'est écrit face recto. Et de toute manière, un monstre face verso oublie qu'il a été invoqué depuis l'extra deck. Enfin, cet effet est quand même obligatoire, et donc il va s'activer peu importe le tour où on est, que ce soit le vôtre ou celui de votre adversaire. Et surtout, peu importe si c'est votre monstre qui est attaqué, ou si c'est lui qui attaque. On enchaîne avec le tout nouveau monstre, du coup, Red Bear. Attention à vos petits Necros, car son premier effet, il sacrifie via la résolution de l'effet, donc ça va déclencher leurs effets à eux, mais par contre son deuxième effet, ce n'est pas le cas, il sacrifie comme coup d'activation. Donc c'est un bon exemple de l'importance de la ponctuation, puisque l'endroit où se trouve le point virgule change absolument tout. On avait ça aussi avec le deuxième effet de Valkyrius, où le sacrifice était aussi une partie de l'effet, il n'y avait carrément aucun point-virgule de toute façon. L'avantage dans ces cas-là, c'est que du coup si l'effet est annulé, vous n'avez pas encore sacrifié, puisque c'était pas un coup d'activation. Donc vous ne perdez pas des monstres pour rien. Et nous pouvons maintenant terminer, enfin, avec Trishula, qui se démarque de son modèle, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo sur Barrière de Glace, de par le fait qu'il doit pouvoir essayer de bannir exactement 3 cartes, donc aux 3 endroits. Si jamais un des 3 endroits est vide, l'effet ne peut pas être activé. Et si c'est le cas au moment de la résolution, on bannit 0 carte. En revanche, j'ai bien dit tenter de bannir, parce que c'est ça qui importe. Si vous choisissez un monstre non affecté sur le terrain, lui restera, mais vous tentez de bannir les 3 en même temps. Donc en gros, les cartes qui peuvent être bannies avec succès sont bannies avec succès, et puis les autres sont pas bannies. C'est ça l'avantage, c'est qu'on peut quand même toujours tenter d'affecter un monstre non affecté. Enfin, pour revenir vite fait sur son effet en main, l'effet anti-ciblage, il ne mentionne pas que l'effet doit cibler exclusivement un ou plusieurs monstres Necros que vous contrôlez. Donc il peut même être activé contre un effet qui ciblerait des Necros et des non-Necros. Si ça doit être exactement, ce sera marqué. Ne vous prenez pas la tête là-dessus. Et voici, c'est terminé. J'avais envie de parler de cet archétype, comme je l'ai dit, depuis assez longtemps. Là, j'ai eu une occasion, donc je l'ai saisi, même si c'est un petit peu tard. Mais bon, on n'est pas non plus sur un deck qui a absolument besoin d'être abordé pile au moment où il a reçu son nouveau support. Ça n'a pas changé non plus absolument tout le deck, donc je me suis dit tant pis, je vais le décaler un petit peu pour parler de l'actu en priorité. N'oubliez pas de liker, partager, tout ça vous connaissez, et surtout commentez vos questions, bien sûr, la section commentaires est là pour ça. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos, salut les gens!